Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici pour un nouveau numéro de La Planète Demain sur Sud Radio, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Gwendoline Viquesnel. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on prononce. Viquesnel, chargée de mission RSE chez Linked, réseau de fibres optiques pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Tout un programme. Mais tout de suite, nous recevons Julien Bruit, cofondateur d'Origami Marketplace, qui place la circularité au cœur de la révolution industrielle. Bonjour Julien. Bonjour. La transition industrielle est un sujet d'actualité au cœur des préoccupations politiques de la circularité et bien plus qu'une tendance. Elle s'affirme comme une nécessité pour l'économie et l'industrie de demain. Votre start-up propose une solution qui accompagne les marques et enseignes dans leur transformation digitale et leur stratégie RSE via leur plateforme marque blanche d'économie circulaire et de seconde main. Que permet-elle aux entreprises précisément ? Alors nous, ce qu'on va permettre aux entreprises, c'est de faciliter les échanges de biens. Donc tout un programme derrière ça, mais nous, ce qu'on va faire au quotidien, c'est qu'on va leur permettre de créer une plateforme, leur propre plateforme, pour lancer des nouvelles activités. Derrière de nouvelles activités, ce que je vais mettre par exemple la vente de produits entre particuliers. On a vu l'essor des Vinted, on a vu l'essor du Bon Coin. Et là, on offre la capacité aux entreprises de venir capturer en fait ce marché qui est encore évanescent. Deuxième point, on va permettre aussi aux entreprises de venir créer des plateformes dites internes, donc vraiment en interne des entreprises, de revalorisation des produits, de revalorisation des actifs des entreprises, et tout ça avec une marque blanche, c'est-à-dire que nous, notre nom apparaît nulle part. On est là vraiment pour faciliter la vie des entreprises, pour abstraire le côté technique des choses et leur permettre de se lancer sur l'économie de demain. Alors l'industrie telle que l'on connaît, se transforme sous nos yeux en ce moment. L'ère du gaspillage et de la surproduction commence à toucher à sa fin. Cette logique circulaire dessine-t-elle des contours de notre économie selon vous ? Alors je pense qu'elle dessine pas les contours, elle va venir bonifier l'économie actuelle. Ça c'est quelque chose qui est hyper important parce que souvent quand on parle d'écologie et limite d'écologie punitive, on va parler de changer totalement les business, de changer vraiment les modèles des entreprises. Je pense que l'économie circulaire réussira quand on arrivera à montrer aux entreprises qu'elle va venir leur apporter des gains réels. Donc c'est-à-dire que l'économie circulaire c'est quoi ? C'est de dire les entreprises qui font du déchet, les entreprises qui ont des produits inutilisés, essayer de prendre ça plutôt par le bout de récupérer un peu de marge dessus ou de récupérer potentiellement du chiffre d'affaires. On voit de plus en plus d'entreprises, d'industriels qui vont avoir des techniques, par exemple, pour revaloriser du déchet en verre. Et tous ces entreprises qui font du déchet, ils peuvent potentiellement soit le revaloriser, soit avoir du crédit d'impôt. On est en plein budget, donc pourquoi pas s'il y a des poches qui existent encore. Mais surtout, en fait, permettre aux entreprises de se dire la circularité, c'est plutôt demain gagner de l'argent, gagner de la marge et pas juste être coercitif et d'amener une loi, être du côté du législatif. Et c'est ça, pour moi, on arrivera à aller plus loin si on arrive à montrer aux entreprises qu'on peut gagner avec l'économie circulaire. Donc vous êtes dans l'écologie positive ? Exactement, c'est l'écologie non punitive, je dirais. Si l'on s'attarde par exemple sur le marché de la vente entre particuliers qui est aujourd'hui ancré dans nos habitudes, notamment dans les habitudes de consommation, comment l'entendez-vous ? Alors moi, ce que j'entends, c'est surtout une demande du consommateur. On voit de plus en plus les consommateurs qui veulent pouvoir vider leur dressing, vider leur garage. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi un point qui est souvent boudé par les marques, c'est que le consommateur, quand il effectue un acte de vente ou un acte d'achat, il montre finalement les produits qui sont encore utilisés plusieurs fois. C'est-à-dire que pour les marques, c'est aussi un formidable terrain de jeu de comprendre les collections qui fonctionnent sur un long terme. Les collections aussi qui sont prisées par les consommateurs. En fait, là, ils ont un terrain de jeu en termes de data qui est assez incroyable. Par contre, ils n'arrivent pas à prendre le bout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être sur un modèle qu'ils ne connaissent pas. Et moi, ce que je vois, c'est que les consommateurs, ça devient un jeu aussi. On parle d'écologie positive. Il y a des gens qui vendent des produits à 1 € sur Vinted. Pourquoi ? Pas pour gagner de l'argent, ni pour se débarrasser, parce que c'est rigolo de faire des cartons. C'est rigolo de se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui va amener quelque chose à l'économie. En fait, c'est un jeu. Et ça, personne n'a compris ce côté un peu jeu de la seconde main, un peu fun, et aussi de communauté. C'est-à-dire que les gens vont sur Vinted aussi pour échanger avec des personnes.
Quand on commande sur Vinted, on a des bonbons. Mais où s'arrête l'impact de la circularité ? C'est une question philosophique. Je ne sais pas si j'ai 4 heures devant moi. En fait, l'impact de la circularité va s'arrêter au moment où il y a plus de première main. Alors c'est très bizarre parce que là, on peut parler de surconsommation. Il y a eu ces questions de est-ce qu'on crée pas des nouveaux surconsommateurs avec les Vinted, les gens qui vont acheter moins cher et qui vont acheter beaucoup plus. Bon, si les gens étaient surconsommateurs et qu'ils le sont sur Vinted, il était déjà de première main. Donc on évite une captation de ressources. Donc là déjà, il y a un point qui est un peu une idée reçue de la seconde main, mais en fait, on va dire que l'impact de la circularité, c'est très bizarre, mais ça s'arrêtera quand il y aura plus de première main. J'ai souvent cette question qu'on me pose, mais si on achète plus de neuf ou on produit plus de neuf, donc c'est impossible. C'est-à-dire que là, effectivement, on a, je pense, assez produit de ressources pour des trentaines et des quarantaines d'années, mais il faut quand même qu'il y ait un flux entrant de produits, donc on peut pas arrêter la première main. L'impact de la sécurité s'arrêtera quand il y aura plus de première main, quoi. Et qu'est-ce que représentent pour les entreprises les plateformes B2B qui se développent à un rythme plus lent que celles dédiées au grand public ? Ça représente pour l'instant un pouillème de leur occupation actuellement. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place chez les plateformes. Pourtant, c'est un gisement assez incroyable de réduction des dépenses. Donc là, je pense notamment aux plateformes, rien que de comprendre les actifs des entreprises. C'est-à-dire que si on regarde toutes les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont comme ordinateur qui n'est pas utilisé, qu'est-ce qu'ils ont comme bureau non utilisé, on a déjà des plateformes en fait qui pourraient se créer à l'intérieur des entreprises et éviter des réachats de produits en externe. Donc ça déjà c'est un point hyper important qui n'est pas encore adressé. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans une période où les entreprises doivent manger, doivent faire du chiffre d'affaires. On est sur une période assez compliquée d'un point de vue économique et on regarde seulement la possibilité de croissance alors qu'on pourrait regarder une possibilité de gain de marge. Et là, je parle uniquement des produits inutilisés. Je parle pas également des produits qui n'ont pas été vendus. Je parle pas des invendus en B2B, des choses comme ça où finalement il y a encore très peu de choses qui ont été mises en place pour les valoriser. Et le dernier point, je vais parler des centrales d'achat. On va dire que les achats, c'est quand même un poste important pour beaucoup d'entreprises. Les centrales d'achat peuvent amener un côté circulaire aux choses. Je pense notamment au réseau de franchisés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tourner en fait des actifs de certains gros franchisés vers des petits franchisés qui commencent ? Il y a beaucoup de choses à mettre sur la table pour avoir des gains de marge et aussi pour les filiales et pour les groupes de montrer à leurs franchisés « Ok, on s'occupe de vous maintenant, c'est compliqué, la tempête est là, on va vous aider ». Et la gestion des ressources pour vous, qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux ? Quel est son enjeu ? Comment vous voyez ça ? Quand on parlait de gestion des ressources, vous parlez de captation des ressources ? Captation des ressources. Alors, on va dire que la captation des ressources, c'est quand même un sujet qui a été beaucoup mis en avant, notamment on voit les rapports du GIEC, on voit les rapports de toutes ces entreprises, l'Institut de l'économie circulaire, dont vous avez été l'un des premiers orateurs. La captation de ressources, en fait, on le sait, on est face à un mur. C'est-à-dire que si on regarde la captation du cuivre, il nous reste plus beaucoup d'années par rapport à ce qu'on en consomme. Si on regarde également sur les autres gisements de produits, on se rend compte qu'on est vraiment, il nous reste quelques années, mais par contre, on continue de les capter pour se dire bon, après nous le déluge, quoi. C'est un peu ça ce qui se cache derrière. Pourquoi ? Parce que finalement capter de la ressource, on sait faire ça depuis des centaines d'années. Par contre, la revaloriser, on n'est pas encore industrialisé sur ce sujet, donc on se dit bon, allez, on laissera les autres faire. Peut-être qu'il y en a un qui aura une bonne idée. Souvent, on a tendance à attendre les États-Unis. Bon, peut-être que sur l'économie circulaire, il y a peut-être un moment où on va pouvoir les attendre sur ça, parce qu'on n'est peut-être pas en face des moins consommateurs. Alors, quel phénomène permettrait l'émergence de nouvelles filières qui seraient porteuses d'emplois locaux, vectrices d'une économie plus résiliente ? L'économie circulaire, en fait, c'est simplement ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est important dans l'économie circulaire, c'est qu'on a les 5 R. Je vais pas les donner, je vais laisser les auditeurs regarder, mais on parle surtout de réutiliser et on parle aussi de la réparation. En fait, la réparation, c'est quand même un super terrain de jeu pour ce qu'on appelle les ESS, donc les entreprises solidaires et sociales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réparation, ça permet de recréer des métiers qui n'existaient plus, c'est-à-dire les métiers manuels. On voit de plus en plus de réparation, de réutilisation des ressources, et tout ça, ça passe par les ESS et ça repasse par les tissus locaux. Pourquoi ça passe par les tissus locaux ? C'est-à-dire que si on va au fond de l'idée de l'écologie, c'est aussi de réduire le transport.
Si on veut réduire le transport, il faut passer par des entreprises qui soient assez proches pour faire de la réparation. Et donc, il faut avoir des tissus locaux pour faire ça et aussi pour récupérer les produits. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que la récupération de produits, c'est quelque chose qui coûte de l'argent aux entreprises. On voit de plus en plus de grandes entreprises qui vont décider de faire ce qu'on appelle le buyback, donc racheter des produits pour ensuite les revaloriser, les réparer puis les revendre. Le problème de ça, c'est que souvent, c'est des entreprises qui sont dans des centres commerciaux. C'est-à-dire que pour ramener son produit, il faut prendre sa voiture personnelle et ensuite repartir avec sa voiture personnelle. Le produit, il va partir dans une ESS encore plus loin. Donc là, en fait, le transport, on subit le transport pour faire de la réparation. Alors que si on arrive à commencer à mailler, et notamment, je pense en région parisienne, parce que si c'est les centres commerciaux, il faut aller en dehors de Paris. Si on commence à mailler des ESS qui récupèrent ces produits, les revalorisent sur place, là, on va commencer à avoir quelque chose qui est vertueux. En conclusion, votre ambition, elle est très claire, faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises, tout en œuvrant pour un avenir beaucoup plus frugal, plus respectueux des ressources, bien sûr. Bref, un bel exemple d'écologie positive. Merci Julien Bruit, cofondateur d'Origami Marketplace. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter préféré, pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Et nous voilà de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de notre Thibaut national, French Trotter habituel, qui nous propose le dernier volet de sa saga intitulée l'Arboretum, un lieu où tout un écosystème de biodiversité a été créé et c'est à Nanterre. Et oui Christophe, toujours au cœur de ce petit coin de nature, recréé à Nanterre, sur une ancienne friche industrielle. On poursuit la visite toujours avec Laurence Desmazières, présidente d'Icawood, qui est le premier investisseur de ce programme immobilier. Là vous voyez, on se promène le long de ce canal qu'on a créé spécifiquement pour récupérer les eaux de pluie qui se déversent ensuite. Donc on travaille vraiment en circuit fermé. Et en plus de ça, c'est un canal qui du coup permet d'apporter de la biodiversité. On a des grenouilles qui s'y trouvent, là de temps en temps on les voit sauter. On a des canards qui sont revenus. Enfin, toute une faune en fait qu'on n'a pas du tout introduite nous. Mais qui très très vite en fait s'est réapproprié toute la végétation et le parc. Voilà, qui a été créé ex nihilo, il faut imaginer les friches industrielles. Ouais, tout était bétonné et puis avec des espèces de petits entrepôts un peu légers, vous voyez, petites constructions légères. Combien d'arbres ont été replantés ici ? Il y a plus de 1000 arbres qui ont été replantés et on a 91 espèces différentes d'arbres et de végétaux qui ont été plantés à l'intérieur du parc. En fait, chaque immeuble aussi a un nom d'arbre éponyme. Donc on va avoir l'immeuble Cèdre à l'entrée, on a l'immeuble Douglas, ça c'est l'immeuble Épicéa, on a l'immeuble Amandier et l'immeuble Biloba. Et chaque immeuble a une petite forêt d'arbres éponymes devant son entrée. Pour vraiment marquer l'entrée de chaque immeuble. Et je crois savoir qu'il y a un potager aussi. On a un potager qui fait 3200 m² et qui va permettre à terme de produire jusqu'à 10 tonnes de fruits et légumes bio pour le campus. Presque en autonomie aussi du point de vue alimentaire ? Alors pas encore, parce que le campus est grand, donc on a 7 restaurants qui vont pouvoir permettre de servir jusqu'à 4000 couverts par jour. Mais effectivement, on aura un restaurant qui bénéficiera directement et qui sera approvisionné directement par les fruits et légumes du potager tout au long de l'année. C'est un potager qui est cultivé en permaculture. Et puis tous les biodéchets qui sont générés par les restaurants vont être compostés sur site, sur place. On a un gros composteur et vont être utilisés pour fertiliser l'ensemble du potager. Voilà, donc on y est. Ça y est, on découvre ce potager. Alors quels sont les légumes de saison ? Alors les légumes de saison, c'est comme vous le voyez là, les courges. Donc il y en a un petit peu partout. Prêt à être ramassés ? Oui, tout à fait. Là c'est vraiment le bon moment pour les ramasser et pour les cuisiner. Mais sinon on a un peu de tout. Au printemps, cet été, on avait beaucoup de fraises. On a eu des tomates, des artichauts, des carottes, beaucoup de carottes. Voilà, enfin vraiment on cultive absolument tous les fruits et légumes. Et puis vous voyez, il y a la partie potager et puis il y a aussi tout un verger en fait. Tout ça c'est des arbres fruitiers.
Merci beaucoup Thibaut et à la semaine prochaine avec grand plaisir pour un nouveau reportage. Bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain où nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Gwendoline Viquenel, chargée de mission RSE chez Linked. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Bien que de nombreuses entreprises intègrent des démarches RSE dans leur stratégie numérique, beaucoup restent encore dubitatives. C'est le cas de vraiment nombreuses entreprises aujourd'hui et c'est un peu dommage. Pourtant, la sobriété numérique est un levier crucial pour réduire leur empreinte carbone. On évoque de grandes transitions technologiques dans le secteur des télécommunications et du positionnement de la fibre et de l'essor des méga constellations de satellites. Mais quels sont réellement les impacts positifs de ces transitions numériques pour les organisations? Alors du coup, Linked, on est opérateur de télécommunications en B2B. Ça veut dire qu'on répond spécifiquement aux besoins des entreprises et des collectivités sur la partie accès Internet, interconnexion de sites, cybersécurité, cloud et l'ensemble des usages qu'on peut avoir sur les télécommunications. Et finalement, en termes de transition numérique, le numérique accélère du coup la transition écologique. Et on a aussi du coup plein d'autres usages qui sont accélérés par le numérique. Et donc nous, notre rôle finalement, ça va être de fournir un service de télécommunication qui ait l'impact environnemental le moins prégnant, tout en permettant à des entreprises d'accélérer la transition numérique. Mais comment les entreprises peuvent-elles s'engager vers la sobriété numérique en 2025 ? Il y a plusieurs choses. De toute façon, l'impact du numérique, si on regarde les chiffres de l'ARCEP et de l'ADEME, donc c'est des études qui datent de 2021, l'impact du numérique, il est lié à 80% sur la partie équipement et sur le cycle de vie des équipements, c'est 80% sur la partie fabrication. Donc la première chose quand on est une entreprise et qu'on souhaite réduire l'impact environnemental de son système d'information, c'est de faire durer ces équipements. Nous, on arrive aussi avec nos équipements chez nos clients et donc on les met en location. Ce qui permet du coup d'avoir un cycle de vie qui est vraiment maîtrisé et donc de travailler sur les boucles de circularité. Alors, la transition vers la fibre optique, est-ce un levier essentiel dans l'accélération de la transformation écologique selon vous ? La fibre optique est l'une des technologies qui est la moins consommatrice d'énergie. Donc finalement, par rapport au cuivre, on est à 3 à 4 fois moins consommateur d'énergie. Donc si on regarde uniquement cette partie usage, on est mieux. Si on regarde l'ensemble du cycle de vie du cuivre et de la fibre, on se rend compte que la fibre, c'est une technologie qui dure vraiment longtemps. On est sur 100 ans, VS 30 ans pour le cuivre. La seule partie du coup de ce cycle de vie qui a un impact un peu moins bon, c'est le recyclage, parce qu'on est sur des alliages de matériaux. Donc finalement, la fibre, c'est la meilleure option en termes d'un point de vue, sur une technologie télécommunication. Et puis après, ça rajoute de la performance, de la résilience. Et donc finalement, c'est un accélérateur de transition environnementale. Alors cette transition dont vous parlez vers des infrastructures plus durables permet-elle réellement de réduire l'impact environnemental des entreprises ? Nous, on a des clients qui ont des business models qui sont très vertueux et qui ne pourraient fonctionner sans les télécommunications. Donc par exemple, si on parle d'agriculture, on a des entreprises qui se servent des nouveaux usages, donc les objets connectés, pour justement maîtriser davantage les consommations, optimiser les ressources. Donc le numérique aide ce type d'entreprise à proposer des nouvelles solutions et à transformer notre économie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fibre optique est une technologie verte ? C'est la technologie la plus verte sur le marché, effectivement. Alors, vos enjeux qui sont liés à la RSE et à la transition vers la fibre, quels sont-ils ? Ça induit du coup de gérer toute la partie de démantèlement du cuivre, donc de pouvoir récupérer ce cuivre qui est si précieux et dont on connaît du coup la raréfaction accélérée. Donc c'est de venir récupérer, de réinstaller la fibre dans les fourreaux existants et puis d'accompagner les clients du coup de cette migration de leur parc pour pouvoir justement avoir un système informatique qui repose sur la fibre. Et on se rend compte que donc au mois d'octobre, on est à 84% de couverture nationale sur la fibre. Donc il y a encore des zones blanches, il y a encore des endroits où on ne peut pas adresser les besoins des entreprises et des collectivités. Et donc là, dans ces cas-là, on doit passer sur d'autres typologies de technologies.
L'idée, c'est de s'appuyer d'abord sur la fibre et ensuite de passer sur le satellite. Et les principales étapes pour initier une stratégie de sobriété numérique au sein d'une entreprise en 2024, c'est quoi ? C'est de faire un diagnostic de l'existant déjà, donc de regarder quels sont nos usages, quelles alternatives on peut avoir d'un point de vue des équipements. Se dire, est-ce que l'ensemble des services informatiques dont je dispose, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ? Est-ce qu'ils permettent à mon activité de fonctionner ? Et puis après, derrière, d'essayer de réduire essentiellement sur la partie matérielle, l'usage et l'équipement. Et du coup, comment votre entreprise Linked soutient-elle les entreprises dans leur transformation numérique ? Nous, on connaît très bien le secteur et donc on peut les conseiller du coup justement sur ces choix de technologie. Nous, on travaille aussi sur la partie logistique. C'est une grosse partie de notre métier. Donc, pour acheminer du coup les équipements jusqu'à nos clients, intervenir sur leur site. Donc, on travaille sur l'optimisation de nos déplacements. On travaille aussi en amont avec les constructeurs. On essaie de sélectionner des constructeurs qui éco-conçoivent leurs équipements. On a des constructeurs qui produisent à l'autre bout du monde. C'est une particularité de notre secteur, en Asie, aux États-Unis. Donc on essaie de dialoguer avec eux, de les pousser à nous donner de la transparence sur l'approvisionnement du coup de ces équipements, de les forcer à éco-concevoir du coup ces équipements. Et puis après, nous, on a un business model qui est relativement vertueux, mais c'est pas Linked, c'est le secteur des télécommunications au global. On est sur un business model basé sur la location. Donc ça nous permet de maîtriser l'entièreté du cycle de vie de l'équipement. Alors, maîtriser, c'est une chose, mais maîtriser les risques. Face aux risques d'interruption, par exemple, sur le réseau électrique national, qu'on a connu l'hiver dernier, avez-vous conduit des actions nécessaires au maintien opérationnel de vos réseaux ? Nous, on travaille sur tout ce qui est résilience de notre réseau. Donc, nous, on est un agrégateur d'infrastructures, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les infrastructures d'opérateurs de boucles locales. Donc, finalement, on vient réutiliser du coup des infrastructures existantes, les agréger pour relier d'un point A à un point B l'ensemble de nos clients. Et donc, on travaille avec eux à avoir ce diagnostic de résilience de l'ensemble de leur site, d'avoir des backups. Mais c'est aussi le revers de la médaille du numérique, c'est-à-dire que pour assurer de la sécurité, pour s'assurer que en cas d'interruption de service, eh bien on ait un secours, on va tout redonder, tout backuper et du coup ça duplique l'impact environnemental du numérique. Alors ça veut dire que vos sites sont équipés de batteries en cas de coupure électrique ? Alors, sur des usages critiques, effectivement. Et en Europe, vous en êtes où ? Alors nous, pour l'instant, on est uniquement sur le marché français. On se concentre sur le marché français et on ne travaille pas encore avec d'autres pays en Europe. Les enjeux sont intéressants, sont très forts. Merci Gwendoline Viquenel, chargée de mission RSE chez Linked. Nous nous retrouvons dimanche prochain sur Sud Radio dans La Planète Demain à la même heure et avec de nouveaux invités. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.